Nous allons maintenant aborder un sujet qui bien souvent divise autant qu'il interroge. Comment parler de diversité, d'inclusion et d'égalité dans l'entreprise? Pour nous guider dans cet exercice d'équilibre, je laisse la parole à Virginie Salmen, cofondatrice et directrice générale de Viens voir mon taf, vice-présidente de l'Ascenseur et ancienne journaliste radio. Bonjour Virginie. Et j'invite aussi donc Inès Dauvergne-Hadoud, Laure Kermen et Nadia Sabin à monter sur scène. Alors là, oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette table ronde qui s'appelle donc Diversité, inclusion, en parler sans cliver, parce qu'effectivement, ce sont des sujets très délicats sur lesquels, pour certains thèmes, il n'y a pas d'obligation légale. Donc c'est encore plus compliqué pour les entrepreneurs, les responsables RH d'en parler. Pourtant, ce sont des situations qui existent concrètement et qui parfois posent des problèmes épineux dans les entreprises. La question aujourd'hui, c'est justement d'en parler et de trouver les bonnes méthodes, les bonnes façons d'en parler avec quelques bonnes pratiques. Vous verrez, l'idée, c'est que vous ressortiez d'ici aussi avec des idées pour réussir à un peu, disons, sortir de ces situations parfois un petit peu complexes. Pour en parler aujourd'hui, donc Inès Dauvergne, experte diversité et inclusion et CEO de Me and You Too. Bienvenue, bonjour. Laure Kermen, déléguée générale de la Fondation Aéroport de Paris, ADP. Bonjour. Et Nadia Sabin, bonjour, avocate associée et membre du COMEX du cabinet EY. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, peut-être pour commencer, partons sur une définition commune de la diversité et inclusion. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, et en particulier en France, parce que c'est quand même assez différent de ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut voir aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est, je vais vous poser la question à vous, Inès Dauvergne, qu'est-ce que c'est la D&I à la française ? Oui, c'est important effectivement de définir ce dont on parle concrètement. Et c'est vrai que la thématique du sommet cette année, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Et je pense que quand on s'inspire de ce qui se passe à l'étranger, il faut s'inspirer des bonnes pratiques et puis aussi il faut s'inspirer des écueils, des travers de ce qui a pu se passer dans un certain nombre d'autres pays pour pas se prendre les mêmes murs, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que sur ces thématiques, quand elles sont arrivées en France, moi ça fait 20 ans que j'accompagne des entreprises sur ces sujets, que je fais des formations, des conférences. Donc j'ai une bonne vision en fait de l'évolution de ces thématiques. Historiquement et initialement, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue le fait qu'il y a des différences culturelles qui sont extrêmement importantes entre la France et les États-Unis. Et donc, il ne faut pas essayer de dupliquer texto ces définitions. Et notamment, il y a une différence culturelle qui est essentielle et qui va avoir un impact sur la définition de la diversité et de l'inclusion, c'est qu'en fait les sociétés anglo-saxonnes, c'est plutôt des cultures qui sont basées sur des systèmes multiculturalistes. Donc on a des approches par communauté, la société fonctionne en fait avec un certain nombre de communautés et donc leurs approches de diversité et d'inclusion, elles sont effectivement assez segmentées par public cible. Il ne faut pas oublier et perdre de vue qu'en France, on a plutôt à la base une culture qui est universaliste et pas multiculturaliste. Donc ça veut dire que la dimension transversale, finalement, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, ces sujets, quand ils sont arrivés en France en début des années 2020, on parlait de non-discrimination, il n'y avait pas forcément de public cible. Donc la D&I à la française, ça se traduit comment alors concrètement ? Alors, la D&I à la française, en fait, c'est le respect des différences individuelles dans un cadre collectif. Et en fait, il faut vraiment pas oublier cette question dans un cadre collectif et être en permanence sur la recherche du point d'équilibre entre concilier le respect des différences individuelles et ce socle collectif. Parce que sinon, on risque deux écueils. Le premier, c'est de faire du trop individuel. Et là, dans une entreprise, on atomise le collectif. En fait, il n'y a plus de sens à travailler ensemble. On va opposer potentiellement des groupes les uns aux autres, ce qui va générer, en plus, on pourra en reparler, mais des sentiments de discrimination positive
de certains ou d'être oubliés. Si on fait du tout collectif, ça s'appelle des politiques d'assimilation. En fait, on nie les singularités individuelles. Et donc vraiment, et ça doit être la boussole de l'entreprise en permanence, c'est que toutes les décisions, elles doivent être prises au regard de cette recherche d'équilibre permanente. Je reconnais les individus et je respecte leurs différences, mais tout ça effectivement dans un socle commun. Et pour démarrer cette discussion, est-ce que vous auriez un petit exemple concret justement sur cette Diana et la française? Comment, quel type de situation ça peut engendrer cette... Alors, en fait, typiquement, moi, c'est vrai que par rapport aux autres co-intervenantes qui parleront de leurs bonnes pratiques, moi, en tant qu'experte externe, je peux facilement citer des exemples de mauvaises pratiques. Alors, évidemment, je ne citerai pas les entreprises, mais du coup, je suis hyper à l'aise et décomplexée pour dire, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Un exemple hyper récent qui date d'il y a 15 jours, je travaille avec une fédération, et donc tous les ans ils organisent depuis hyper longtemps l'événement de fin d'année, donc c'est un truc after work très festif avec clairement de l'alcool qui plaît à beaucoup de salariés. Et cette année ils me disaient en fait on a 3 personnes sur les 80 qui ne boivent pas, et donc pour être inclusif en fait on va annuler l'afterwork et l'événement de fin d'année. Et ça, pour moi, typiquement, c'est la pire des choses à faire. Parce que c'est-à-dire que pour vouloir se dire, on ne veut pas exclure les 3 personnes qui, accessoirement, peuvent très bien venir à l'afterwork, elles n'étaient pas blacklistées, sans boire, du coup, on va priver l'ensemble d'un collectif d'un événement qui était fédérateur. Ça, pour générer des oppositions, des sentiments d'injustice et le fait qu'il y ait des collaborateurs qui disent, à cause de machin et machine, finalement, on n'a pas pu se réunir, c'est typique. Un exemple, effectivement, d'opposition des uns aux autres. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de se dire, on fait l'afterwork, vous pouvez boire ou pas, ou alors se dire, si les horaires d'un afterwork ne vont pas, parce qu'il y a plein de gens pour tout un tas de raisons qui ne peuvent pas se réunir le soir, on le fait en après-midi, mais en tout cas, garder cette dimension du collectif en prenant en compte les besoins individuels. Nadia Sabin, ça fait écho. La définition d'abord que donne Inès d'Auvergne de la Diana et la française, avec les exemples que vous traitez au quotidien dans votre cabinet ou bien dans votre pratique professionnelle plus générale? Oui, alors c'est exactement ça, c'est essayer de respecter les différences, mais au service d'un collectif. C'est exactement ce que disait Inès. Nous, on essaye d'avoir une approche qui soit vraiment très pragmatique, de ne pas rentrer dans des clivages, des débats politiques, moraux ou culturels. Et donc, on essaye de construire plutôt des valeurs, un socle commun dans lequel les collaborateurs peuvent se reconnaître. Donc, typiquement, c'est ce qu'on va faire. On va plutôt avoir une approche, dans le cas que tu évoquais, nous, on a plutôt des approches qui sont de dire, écoutez, voilà, il y a un after-work, il y a de l'alcool ou il n'y en a pas, et chacun fait comme il veut. Donc c'est plutôt cette approche qu'on essaye, nous, de défendre en ayant des valeurs qui sont assez fortes, mais on a quand même des valeurs d'inclusion, évidemment. Laure Carmen, vous avez quelque chose à ajouter sur la définition ou bien Non, je pense que l'application de cette définition? C'est vraiment ça, et c'est aussi ce qui fait la richesse de la France, c'est cet universalisme. Et c'est vraiment, nous on le prend sous l'angle altérité, respecter la différence de chacun dans un collectif et sans discrimination, etc. Effectivement, après il y a des sujets qui sont, on sent bien, et notamment sur la question des religions, c'est un sujet où on sent qu'il y a une tension potentielle, et alors dans un contexte en plus, dans le contexte actuel depuis plusieurs années, on sent que là on attaque un sujet sensible, mais il faut, à mon sens, vraiment essayer de le dédramatiser comme on peut le voir tous les jours à la télé, et le prendre sous un angle vraiment pédagogique et de respect de chacun. Alors comment on fait justement? Vous avez un exemple concret, une situation en tête? Alors, on est une entreprise, vous le savez, Aéroport de Paris, où on accueille à peu près le monde entier, et donc par définition les religions du monde entier. Donc on a depuis très très longtemps des lieux de culte. Dans nos, oui, vous c'est un peu particulier. Ouais, forcément, oui, c'est plus dans facile nos terminaux, et donc où tous les aumôniers de toutes les religions sont présents pour accueillir. Alors à l'origine, c'était pour accueillir les passagers à différents moments du voyage. Et puis, vous pouvez aller, les collègues peuvent aller, ceux qui travaillent en plateforme notamment, peuvent aller y rentrer. Et évidemment, je veux dire, c'est un lieu de culte, donc par nature, c'est ouvert à tout le monde. Ce qu'on essaye là où on essaye d'être attentif, c'est à ne pas avoir justement des lieux de prière sauvages, entre guillemets, dans des lieux qui sont franchement pas
pas digne. Parce que ça peut arriver, parce qu'il y a des Bien sûr longues que ça peut distances, arriver. par exemple, à parcourir pour Oui, aller... mais bien sûr que ça peut arriver. Mais l'enjeu, c'est vraiment de dire votre besoin de prière, quelle que soit la religion, est totalement respecté. Et globalement, honnêtement, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, un collègue qui a besoin, à un moment donné, pendant le ramadan ou pendant je ne sais quelle fête religieuse, d'aller prier, il peut absolument le faire. Et tout le monde se débrouille sur le quart d'heure dont il a besoin, etc. etc. Mais on a assisté à des moments, alors plus, assez étonnamment, plus pour les passagers, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a des lieux de culte, etc. Et ça, oui, on essaye de faire très, très attention à ça. Et alors, on imagine que, alors, vous avez la chance d'avoir des lieux de culte, c'est vraiment pas le cas de toutes les entreprises. Inès Devergne, comment on fait que ce soit sur la religion ou sur d'autres sujets, quand l'avancée sociale ou bien la règle est permissive pour une catégorie des salariés et pas pour d'autres? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... Alors, ça existe sur plein de sujets. Je sais que Nadia Sabin, vous avez un exemple très concret aussi à donner sur... Peut-être qu'on peut commencer d'ailleurs par vous, par l'exemple concret sur un acquis social que vous avez donc accordé et qui, au début, a posé un peu question aux autres salariés. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est je voulais rebondir sur un deuxième commentaire d'Inès qui est on n'est pas les États-Unis, c'est vrai, j'ai rien contre les États-Unis, mais c'est vrai que si vous regardez les bureaux EY, nous on est 360 000 personnes dans le monde, hein, donc il y a des bureaux un peu partout. Si vous allez aux États-Unis dans le bureau de New York, vous allez voir passer énormément de personnes avec des kippas, des voiles. Bon, les croix, je ne vais pas regarder, mais les kippas et les voiles au moins assez visibles. C'est beaucoup moins le cas en France. C'est pas particulièrement parce que il y a moins de personnes religieuses, c'est parce que la façon dont on pratique sa religion en France est quand même un petit peu différente. Donc, on est moins aussi confronté à ces sujets d'une certaine façon, peut-être parce qu'il y a une autocensure des salariés, j'en ai aucune idée. Mais donc, ça, c'est pour dire qu'il y a quand même des différences marquées entre les pays et qu'en France, il y a quand même une façon d'aborder le D&I qui est quand même assez différente. D'ailleurs, le débat sur le wokisme a été totalement importé des États-Unis. C'est pas vraiment un sujet, c'est pas du tout un sujet français, en fait. Hein. Qui devient un peu, malgré tout, ça infuse dans le débat français. J'ai l'impression que c'est surtout dans un débat médiatique, mais je ne me souviens pas d'avoir eu vraiment énormément de débats en interne avec des collaborateurs qui disaient « attention, je ne suis pas woke ». Enfin, déjà, on ne connaît pas la définition. Enfin, il y a un débat sur la définition, mais bon. Donc, c'est simplement pour dire qu'on n'a pas du tout... les choses sont un petit peu plus... il y a plus de non-dits en France, par exemple, qu'aux États-Unis. Il y a un petit peu plus de subtilité, d'aucuns diraient d'hypocrisie, mais il y a une approche qui est différente et donc la façon de communiquer est également différente. Et sur l'exemple qu'on avait évoqué ensemble en préparant cette discussion, on a, par exemple, chez EY, mis en place le congé deuxième parent. Donc le congé deuxième parent, c'est le fait de dire tout collaborateur chez EY qui devient un parent a droit à un congé parental par équité parce qu'il va accueillir un enfant et qu'il est normal qu'il ait du temps pour accueillir son enfant. Évidemment, c'est plutôt utilisé dans des cas de GPA, mais nous, on ne l'a pas abordé sous l'angle on est favorable ou on n'est pas favorable à la GPA. Vous imaginez bien qu'en France, 7500 personnes, on a évidemment des personnes qui sont favorables et d'autres qui sont totalement opposées. Ce n'était pas l'enjeu. Pour nous, l'enjeu, c'était de dire tout parent EY doit avoir l'opportunité d'accueillir correctement son enfant. Donc, et on s'aligne sur l'autre parent. Donc, si l'autre parent est une maman et qu'elle a 10 semaines, eh ben, la maman EY aura 10 semaines. Si c'est un papa, on s'alignera sur le congé paternité. Mais, donc, voilà. Donc, ça a posé des questions. Ça a posé des questions, mais ça a été honnêtement très vite écarté parce que dès qu'on a une réponse pragmatique, peut-être que vous pouvez nous dire les questions qu'est-ce que vous avez eu en tant qu'associé à gérer comme question, comme remarque, ou comment ça s'est passé? Alors les remarques sont toujours, comme je disais par rapport à mon commentaire précédent, assez mesurées. On n'a jamais des choses qui sont extrêmement brutales. C'est toujours sous forme de
question, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire en mettant en place cette mesure. Et quand vous répondez, on essaye de faire en sorte que tout parent EY ait la même chance qu'un autre parent, soit parent en fait, ait l'opportunité d'accueillir son enfant dans de bonnes conditions, forcément, vous n'avez pas en face je suis contre la GPA. On n'a jamais eu ce genre de réaction, vous voyez. Donc, on a eu des mesures également. Par exemple, on a eu des communications au moment de la journée des fiertés. Donc, on fait des petits quiz sur les notions qui peuvent être maîtrisées ou pas LGBT. On a des questions après. Pourquoi est-ce qu'on parle de sexualité en entreprise? Donc là, on explique, on n'est pas du tout en train de parler de sexualité, on parle d'une identité. Voilà, donc c'est l'occasion d'ouvrir une discussion, mais justement de démystifier. Tout l'enjeu est de ne pas aller vers des labels, de ne pas se cantonner à pourquoi est-ce qu'il y a, j'ai eu cette question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de drapeaux différents? Vous savez, LGBT, il y a beaucoup de drapeaux. Je dis, peu importe le drapeau, à la limite, on s'en fiche. Quelle est ta question derrière? Et donc, la question derrière, c'était justement pourquoi est-ce qu'on parle de sexualité au cabinet? Alors là, on a un débat qui est intéressant. Le nombre de drapeaux, à la limite, c'est assez peu notre enjeu. Vous voyez, donc l'approche est très concrète, très pragmatique, dès lors qu'on a une discussion qui est ouverte et qu'on n'essaye pas de dire j'ai raison. J'ai la bonne valeur et toi, tu n'as pas de bonne valeur, ce qui serait complètement l'opposé de l'inclusion, en fait. Inès, dans quel cadre on peut avoir ces discussions-là ? Avant, peut-être je voulais réagir à ta question de tout à l'heure quand tu disais comment est-ce qu'on communique sur une règle qui est favorable à certains et pas à d'autres. En fait, en vrai, il n'y a pas tellement de règles qui sont favorables à certains et pas à d'autres. Enfin, typiquement, qui peuvent apparaître comme telles, peut-être, parfois. Alors, qui peuvent apparaître, mais du coup, c'est très différent. C'est-à-dire que la plupart des plans d'action qui sont mis, c'est justement pour étendre les droits à tout le monde. Et quand on parle de la question des congés second parents, l'idée, c'est pas de retirer le droit au congé paternité d'un père qui est en couple hétérosexuel, mais c'est bien de se dire comment est-ce qu'on s'assure de prendre en compte tous les modèles de famille et que des gens qui ont des modèles de famille différents d'un papa, d'une maman avec des enfants, parce qu'on a deux mamans, parce qu'on a deux papas, parce qu'on est une mère isolée, ont les mêmes droits que les autres. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on travaille sur lever les freins pour que, et ça le principe de l'équité, en fait, tout le monde ait le même accès. C'est toujours du plus. C'est ça, c'est toujours du plus et ça n'enlève rien aux autres. Donc c'est en ça que finalement c'est absolument pas des sujets clivants. L'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on relève le niveau d'exigence collective pour s'assurer qu'on est bien tous embarqués dans une égalité de droits et une égalité des chances. Moi, je voulais revenir sur la question du débat du wokisme parce que c'est vrai qu'il y a quelques années je me disais franchement ça vient des États-Unis, c'est pas un sujet, on n'en parle pas. Il y a quand même un petit bruit de fond qui monte. On va pas se mentir, clairement. Moi, je l'ai notamment dans des formations, parce qu'effectivement, quand j'anime des formations en externe, là, les gens s'autorisent à poser tout un tas de questions. Et donc, ces questions de mais est-ce que finalement, tout ça, c'est pas du wokisme, etc., revient régulièrement. Je pense que le premier conseil qu'on peut donner là-dessus, c'est vraiment en lien avec ce que disait Nadia, c'est déjà demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Parce que le terme de wokisme, c'est un espèce de terme non seulement valise, mais surtout repoussoir, pour le coup, derrière lequel, en fonction des interlocuteurs qu'on a en face, ils ne mettent pas du tout la même chose. Et donc, on ne peut pas déconstruire leurs craintes, leurs appréhensions ou leurs blocages si déjà on ne sait même pas de quoi est-ce qu'ils ont peur et qu'est-ce qui sont les phénomènes de blocage. Donc, sur les possibilités de ce que les gens peuvent mettre derrière, tu as une minorité de gens qui, clairement, vont défendre des postures qui vont être racistes, sexistes, homophobes, qui sont de fait opposées à tous ces sujets-là, mais en fait, c'est relativement minoritaire. Quand tu creuses un petit peu, ce qu'il y a derrière la peur du wokisme, c'est le fait de dire mais est-ce que du coup on va passer dans une dictature des minorités, par exemple. Je l'ai déjà eu. Donc là, tu reviens quand même sur les chiffres en disant franchement, on en est hyper loin. Après, tu vas avoir les gens qui vont te dire mais est-ce que finalement tout ça, c'est pas de la discrimination positive. Donc là, en fait, tu reviens en disant pour toi, qu'est-ce que c'est de la discrimination positive? Et objectivement, dans l'entreprise, personne n'a jamais voulu nommer des gens totalement incompétents et pas motivés à un certain nombre de postes sous prétexte qu'ils appartenaient à telle ou telle catégorie. Et d'ailleurs, les principaux bénéficiaires, en plus, n'ont absolument pas envie de devenir le quota de service. Donc, l'objectif dans l'entreprise, c'est bien de se dire comment est-ce qu'on peut faire évoluer les systèmes de détection des potentiels pour lever un certain nombre de freins, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on évalue bien la compétence et la motivation et pas des profils types de réussite qui, effectivement, nous font passer à côté d'un certain nombre de salariés. Donc l'idée sur ces sujets, en fait, c'est toujours de faire de la pédagogie et quand tu as des phénomènes de blocage, essayer de creuser pour pouvoir y apporter des réponses qui sont hyper pragmatiques et hyper concrètes et justement sortir de l'idéologie, en fait.
Je Ça, rappelle c'est qu'au hyper- départ, woke, ça veut Je dire voulais juste rebondir éveillé, et rapidement que- là-dessus. Les personnes l'utilisent comme ça, Oui, en fait. oui. Et que en plus, c'est pas les personnes qui défendent généralement Non, les moi, droits j'ai des jamais minorités, des gens qui me disent je suis qui se fière d'être revendiquent woke. woke, voilà. Ouais, allons-y. Non, non, je voulais juste rebondir rapidement parce que tu disais tout à l'heure, Inès, l'enjeu, c'est de faire en sorte que tous les modèles de famille soient pris en compte. Bon, on est EY, hein, on a un cabinet, notre objectif, c'est quand même de faire de l'argent. Donc, nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde soit performant, soyons clairs. Et quand est-ce que les gens sont performants? Quand ils se sentent bien, quand ils se sentent considérés, quand ils sont épanouis. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils se sentent bien? Et c'est là qu'il faut se dire que j'ai des valeurs, mais quand même, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils se sentent bien? Eh bien, il faut qu'il y ait cet enjeu d'équité. C'est comme ça, en fait, qu'on amène beaucoup de gens chez nous à envisager ces sujets. Parce que sur le fond, il y a quand même on a tous des convictions qui peuvent venir de notre éducation, de discrimination dont on a pu faire l'objet. Donc on a des convictions profondes. Mais si on arrive à se rassembler sur un socle commun qui est, bon, alors, attends, on est tous là, on a tous envie de performer, alors pas uniquement pour gagner de l'argent, c'est aussi très valorisant. Comment on fait? Et là, on arrive aussi à dénouer certaines choses. Et on va venir après, effectivement, à la tentation du recul, car les sujets sont pas faciles à traiter et un peu épineux. Laure, Quand même, enfin, il y a un moment donné où quand un collaborateur candidate dans une entreprise, il va regarder aussi ses valeurs. Non, Et mais les bien valeurs sûr. de l'entreprise, pour moi, sont quand même aussi une base. Dit autrement, chez nous, quelqu'un qui n'aurait pas des valeurs autour de la responsabilité, l'hospitalité, qui sont nos deux valeurs de base ancrées partout, qui doivent être à tous les niveaux, infusées à tous les niveaux, ça va être compliqué pour lui. On est Vous d'accord, voyez. Laure. Donc il y a On est aussi une complètement responsabilité individuelle. Exactement, c'est le socle commun. Et donc il y a aussi une responsabilité individuelle de chaque personne qui vient dans une entreprise. Et de plus en plus, je trouve, les jeunes notamment qui sont... nous, on a eu un gros afflux de jeunes post-Covid. Ils savent pourquoi ils viennent chez nous. Au-delà de l'attrait de l'avion, qui est une baseline commune chez nous, mais il y a quand même aussi... Ils regardent les valeurs. Oui, puis Vraiment. maintenant, il y a les rapports RSE. Ils Ouais, lisent. ouais, Nous, on a, exactement. on a beaucoup de cohortes, on a des associations en interne. On a Unity, qui est une association qui est plutôt favorable à LGBT+, enfin, qui essaye de promouvoir certaines valeurs. On a LZNU, on a le Club Math pour développer les relations avec l'Afrique. Donc, on a des personnes qui viennent en recrutement et qui nous disent « J'ai vu que vous aviez Unity, donc je ne vais pas faire l'objet d'une discrimination. » Donc, c'est une réalité. Ce que je veux dire, c'est quand on parle de comment est-ce qu'on embarque, parce qu'il y a des personnes qui ont des valeurs, qui sont convaincues, et il y a quand même une grande majorité, moi je suis assez optimiste, comment on embarque des personnes qui sont parfois plus sceptiques. Parfois, c'est simplement en leur disant, tu as dans ton équipe, regarde la diversité de personnes que tu as dans ton équipe, comment est-ce que tu vas faire en sorte que chacun exprime sa voix? Est-ce que on en revient à la pédagogie et notamment des managers. Je pense que c'est vraiment, on a tous, je pense, aussi un effort à faire d'accompagnement des managers. Il y a des fois des situations, honnêtement, faut les accompagner. On peut pas il faut pas les laisser seuls. est-ce que vous disiez au départ sur les valeurs de l'entreprise, vous le martelez? Est-ce que ce sont par exemple, j'imagine des gros points de vigilance au moment des entretiens d'embauche aussi? C'est pas que je crois qu'il a compris, enfin il vient vers nous parce que il adhère aux valeurs. C'est quelque chose d'important pour vous au moment du recrutement? Oui, dans l'absolu, oui. De là à ce que ensuite, individuellement, chaque manager, quand il fait ses recrutements, il ait ça en tête, pas forcément. Et c'est un travail, j'allais dire, de tous les jours. Et on peut pas se dire, ça y est, c'est bon, là, on est au point. Tout recrutement chez ADP, on va avoir ça dans le spectre de l'entretien de recrutement. Bien sûr que non. Il faut le rappeler, faire des... Et c'est pas juste les e-learning, hein. Honnêtement, obliger les gens à faire des e-learning, oui, ok, d'accord, mais c'est pas ça. C'est au quotidien, le terrain, travailler avec eux, répondre surtout quand ils nous interpellent parce qu'ils sont confrontés à une situation compliquée, les accompagner vraiment, pas faire semblant. Et là, oui, ils se sentiront au fur et à mesure de plus en plus à l'aise dans les situations qu'ils peuvent rencontrer ou dans leur recrutement. Ça, c'est le côté
Alors, je suis désolée, je vais dire une phrase en anglais. Walk the talk, c'est le fait de faire ce qu'on dit en fait. Et donc de notre côté, évidemment, cabinet, de conseil, en strat notamment, on est très process. Donc on a des process pour les recrutements, on forme nos recruteurs. Ce qui est vrai, c'est que ça suffit pas, un Webble, mais la répétition a quand même des vertus. Donc on a des formations constamment pour nos recruteurs notamment, mais aussi pour nos équipes, parce que l'un de nos axes stratégiques, c'est d'être le cabinet du leadership inclusif. Ben, ça ne se décrète pas, même quand on a des bonnes valeurs, entre guillemets, même si on croit avoir de bonnes valeurs, on peut ne pas être inclusif. On a tous des biais, et donc il y a des formations qui sont dispensées régulièrement, tous les ans. Donc on a ce process-là également. Et puis, évidemment, ça n'est pas parfait. Sur les milliers de personnes qu'on a, il y a forcément des personnes qu'on a recrutées, qu'on trouvait très bien, il y a des dérapages. Il y a même des personnes très très bien, toutes ensemble, qui ensemble finissent par... on a des situations, on appelle ça des cas cellules, qui sont des situations... Des cas cellules ? Oui. Ah, ok. On a différentes process toujours. On a différents canaux d'alerte. On a 3 canaux d'alerte et donc ça nous remonte et on crée une petite cellule pour analyser la situation. Et on a parfois des situations de je sais pas comment faire. Cette personne veut partir à chaque fois pour les fêtes religieuses. On l'a staffée. Est-ce que je la déstaffe et moi j'ai plus envie de travailler avec. Et ben non, c'est pas possible. Donc on a des cas qui sont parfois un petit peu plus graves et donc on doit les traiter parce que sinon on se décrédibilise. Au bout d'un moment, les gens ne croient plus aux valeurs que l'on prône. Donc ça, c'est important aussi, effectivement. Surtout être en adéquation quand vous avez un manager ou une personne qui dérape véritablement. À un moment donné, il faut assumer, quoi. Et il faut sanctionner parfois lourdement, mais être vraiment en adéquation avec ce qu'on véhicule tout le reste du temps, quoi. Et ça, c'est difficile, hein. Quand vous avez un très très bon collaborateur qui dérape, je peux vous dire qu'il y a des discussions avec les RH des fois qui ne sont pas simples. On va vous donner la parole à la fin de l'intervention si vous avez des questions à poser sur cette table ronde, ce que viennent de dire nos intervenantes. Je voudrais juste qu'on donne peut-être un exemple concret supplémentaire. Laure Carmen, vous allez lancer dans quelques mois un nouveau dispositif un peu expérimental d'inclusion en matière de handicap. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous allez faire travailler des jeunes porteurs des salariés, pas forcément jeunes d'ailleurs, porteurs d'autisme? Bon, il se trouve qu'en majorité, le but, c'est effectivement d'accueillir des jeunes autistes. Et donc, ils ont des compétences voilà, très, très claires qui nous intéressent sur la branche sûreté. Vous savez, quand vous passez au poste inspection filtrage, que vous mettez votre sac dans la machine, il y a quelqu'un qui regarde derrière l'écran et qui va décider très très vite si le sac comporte des objets interdits en cabine, comme on dit. Et en fait, les autistes ont une capacité d'analyse et de concentration qui est 2 fois plus rapide que toute la salle réunie. Pour nous, la fluidité des passages, c'est quelque chose de majeur. Et je suis sûre que si je pose la question... Pour les voyageurs aussi. Voilà, oui, non mais quand je dis nous, c'est parce qu'on accueille ces voyageurs et qu'on se fait engueuler régulièrement des taux d'attente, des bidules, des machins, bref. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce que on ne pourrait pas justement avoir des jeunes autistes derrière les écrans qui nous feraient gagner du temps. Donc là, on va chercher la performance. Pour autant, les équipes, il faut les préparer et il faut les accompagner parce que un jeune autiste, il n'est pas en train de vous taper sur l'épaule et de vous parler, etc. Au contraire, c'est aussi une des caractéristiques, c'est que la sociabilité, l'expression orale est plus compliquée. Alors quel genre de frein il faut lever ? Il faut. Quelles questions posent les salariés de ce service ? C'est
Ah bon, mais du coup, comment on fait si on doit lui parler et qu'il répond pas, etc. Donc, on va avoir des accompagnants au début, et on a vu des expériences dans d'autres entreprises, chez Guerlain, chez Dior, chez Sisley, alors beaucoup dans le monde du luxe. Voilà, mais en attendant, mais chez Andros aussi, les Andros, vous savez, les machins, les compotes là. Ça fait maintenant 10 ans qu'ils ont une équipe de jeunes autistes, ça se passe très bien. Et petit à petit, année après année, ils se sont ouverts, ils mangent à la cantoche avec les autres, etc., etc. Et ils ont eux-mêmes aussi tiré profit de cette inclusion dans le travail ordinaire. Et donc, on va les accompagner. Évidemment, on va en rentrer un, puis deux, et puis voilà, au fur et à mesure, parce qu'on est certain que ça va bien fonctionner, et que par ailleurs, nous, en termes de business et de performance, on va être meilleur. Et donc, on le fait, certes, on va l'expérimenter à Roissy, mais le but, c'est que toute la branche sûreté, petit à petit, parce que des écrans de surveillance, vous en avez à peu près partout, donc pas que dans les aéroports. Et donc, on embarque avec nous la branche sûreté nationale pour que petit à petit, justement, ils se rendent compte qu'il y a des postes qu'on peut totalement adapter. On ne peut pas le faire sur tous les postes, mais totalement adapté. Et à l'inverse, on l'a fait en food and beverage, donc dans les boutiques que vous avez de restauration dans les aéroports. On a aujourd'hui 2 jeunes trisomiques, parce qu'à l'inverse, les trisomiques ont une capacité de lien social qui est beaucoup plus forte. Et du coup, le résultat, c'est un niveau de stress et de baisse des conflits avec les passagers. Parce que vous n'engueulez pas un jeune trisomique en face de vous en train de vous servir, même s'il met 2 secondes de plus. Vous voyez ? Et donc, ça a fait baisser vraiment le niveau de ça. Donc, le but, c'est d'allier performance de l'entreprise, parce que c'est un enjeu majeur. Et de réussir une inclusion. Et de réussir une inclusion. Mais ça s'accompagne. Et les équipes, au début, bien sûr qu'elles sont un peu inquiètes, mais il faut les accompagner. Quand il y a un problème, il faut être là immédiatement pour résoudre ce problème, pour trouver des solutions ensemble, pas l'un contre l'autre, ensemble. Et ça fonctionne. Inès, tu voulais réagir ? Oui, non, c'était simplement pour tirer 2 fils rouges, je trouve qu'ils sont communs en fait aux exemples que vous avez cités et qui pour les entreprises qui sont là sont des vraies bonnes pratiques. Vous avez parlé toutes les deux de l'implication des managers et ça, je pense que c'est hyper important de rappeler que les sujets de diversité, d'équité et d'inclusion, c'est pas le sujet de le ou la responsable diversité et c'est pas non plus le sujet des RH. En fait, c'est une thématique managériale avant toute chose. Les RH, les responsables d'INA, ils peuvent être là pour accompagner, outiller, aider, fournir un certain nombre d'outils. Mais en fait, si à un moment donné, les managers ne portent pas au quotidien ces thématiques, ça ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas un sujet qu'on leur demande de faire en plus, mais c'est juste une manière d'atteindre mieux leurs objectifs en ayant des équipes qui sont plus performantes parce qu'elles se sentent mieux, en ayant vraiment les bons talents au bon endroit. Donc il faut professionnaliser les équipes sur ce thème-là. Alors oui, la question de la formation, effectivement, de la professionnalisation, elle est absolument fondamentale et nécessaire. Et elle fait aussi lien, effectivement, avec le deuxième fil rouge, je trouve, qui est intéressant, c'est de se dire, ces sujets-là, il faut les prendre sur l'ensemble de la vie du salarié. Ça sert à rien d'aller recruter des gens qui sont différents, des profils atypiques, quel que soit le critère, si on s'occupe juste de la manière de les recruter et ensuite pas de la façon dont on les intègre, dont on les fait évoluer dans l'entreprise. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est une sorte de porte tournante. En fait, les gens arrivent, ça fonctionne pas parce qu'on leur a pas donné les chances que ça puisse fonctionner. Ils sont confrontés à tout un tas de difficultés. Ils ressortent assez rapidement parce que la période d'essai n'est pas concluante. Et ce que ça génère après, c'est des levées de boucliers en interne avec des gens qui disent « Vous voyez, on a essayé et ça n'a pas marché. » Alors, les bons outils pour les accompagner, c'est quoi alors ? Du coup, c'est adapter les processus d'intégration. Et ça, c'est valable effectivement pour tous les sujets. Moi, j'ai des entreprises qui avaient, par exemple, des cultures de recrutement hyper orientées, grandes écoles, et qui disent on va s'ouvrir à l'université. Et puis après, ils disent oh, de toute façon, regardez, les universitaires, ils sont moins bons parce qu'ils n'arrivent pas à faire nos dispositifs d'assessment center. C'est normal, on prépare les étudiants des écoles de commerce à réussir cet exercice précis d'assessment center. Donc, si on n'adapte pas le processus de recrutement, forcément, les universitaires, ils échouent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, ça veut juste dire qui ne sont pas préparés à cet exercice-là. Donc, à chaque fois qu'on va aller rechercher de la diversité, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut justement garantir cette égalité des chances en adaptant l'intégration, le management. Et quand je parlais de la professionnalisation, c'est aussi vrai, je trouve, pour les acteurs internes. Donc, il faut former les managers, former les RH, former les collaborateurs.
Nous, on intervient beaucoup sur comment est-ce que je peux être un collègue inclusif. Parce qu'il y a aussi une responsabilité de chacun et de chacune dans l'entreprise sur comment je me comporte vis-à-vis de mes collègues de travail, qu'est-ce que je laisse passer comme situation, sur quoi je décide d'intervenir. Donc la question de la pédagogie, elle est fondamentale. Et la professionnalisation, pour le coup, je la reprends aussi à mon compte, c'est qu'il faut qu'il y ait une professionnalisation du secteur, des experts du sujet, des prestataires, des formateurs, parce qu'on ne peut pas décemment envoyer, par exemple, des juniors qui n'ont eu aucune expérience dans l'entreprise devant des collectifs de managers opérationnels sur ces sujets-là, parce qu'ils vont se faire cartonner, ils vont se faire secouer. C'est clairement pas sérieux. Donc, il y a effectivement un travail à faire dans les entreprises sur le choix des gens qu'elles font intervenir. Il y a beaucoup d'acteurs. Quels sont les critères pour choisir des formateurs formés et effectivement alors, il y en a qui vont plusieurs. faire Il y a la question de est-ce qu'on est sur des gens qui ont une connaissance du monde de l'entreprise et du fonctionnement en fait, de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des références de leur part? On peut aussi, en tant qu'entreprise, demander à ces prestataires externes, typiquement, vous avez tel ou tel type d'objection, comment est-ce que vous y répondez? Ou les interroger sur leur approche du sujet et pour voir typiquement est-ce qu'ils ont une approche qui est militante et potentiellement clivante ou est-ce qu'ils ont une approche qui est transversale. Ça, c'est un point important aussi. Ouais. À mettre quelqu'un qui a une posture très militante devant un groupe de salariés, qu'est-ce que ça produit? Ça produit du clivage, forcément. C'est-à-dire qu'on peut très bien être engagé sur ces sujets-là, convaincu, exigeant, sans pour autant porter des messages qui vont être militants et qui peuvent avoir beaucoup de sens et beaucoup d'importance dans